Woensdag, 10:45. Goedenavond, dit is KRO's Oog in Oog. Ze is het nieuwe gezicht van extreem rechts, hard op weg om de machtigste vrouw te worden van Frankrijk. Nachtmerrie voor Nicolas Sarkozy, want ze is groot kanshebber voor het presidentschap. In de voetsporen van haar vader. De grote zus van Geert Wilders. We nemen u vanavond mee naar Parijs voor de vraag: hoe extreem is Marine Le Pen? Madame Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes considérée comme plus modérée que votre père. Est-ce que vous êtes assez extrême de diriger le front? Ah non, mais je ne me considère pas du tout comme extrême. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré le Front National comme étant un parti d'extrême droite. Je crois que la formulation d'extrême droite est une formulation péjorative qui vise en réalité à discréditer tout mouvement qui défend la nation, qui défend l'identité. Ouais. C'est ainsi d'ailleurs que tous les partis européens qui émergent sont considérés ou sont appelés partis d'extrême droite, ouais. Ce qui ne correspond en aucune manière aux idées que je défends et aux idées probablement qu'un grand nombre de partis européens défendent. Oui, mais le Front est considéré comme un parti extrême droite. Oui, mais il est considéré par nos adversaires. Ouais. Vous savez, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage, on dit en France. C'est-à-dire que quand on veut éviter qu'un parti prenne de l'importance, on essaye de le décrédibiliser et de lui apposer une image qui est une image péjorative. Le Front National existe depuis 40 ans, il s'est présenté à toutes les élections, ouais. Il s'est toujours soumis d'ailleurs aux résultats des élections, il n'a jamais fait de manifestations violentes contre quiconque, mais on ne nous pardonne pas de tenir à notre identité, de défendre notre civilisation, de défendre les principes républicains qui sont les nôtres, de s'opposer à une immigration que nous trouvons massive et donc problématique, de réclamer la sécurité pour notre peuple, et puis de s'opposer à l'Union européenne aussi. Est-ce que vous êtes un raciste? Ah, pas du tout. Je ne juge absolument pas les gens en fonction de la couleur de leur peau, ni en fonction de leur religion, ni en fonction de leurs origines. Moi, je défends tous les Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Je les considère comme appartenant à la nation et devant bénéficier, c'est vrai, d'une priorité dans leur propre pays. C'est ce que nous appelons la préférence nationale. Est-ce que vous êtes un fasciste? Oh, pas du tout, absolument pas. Non, je suis une grande amoureuse de la démocratie et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Front National veut gouverner grâce au référendum et notamment au référendum d'initiative populaire. Notre objectif, c'est de rendre justement la parole au peuple parce que nous pensons que la parole a été captée par un petit groupe, par une caste, par des élites qui ne gouvernent plus pour le peuple mais qui gouvernent pour la défense de leurs intérêts personnels. C'est ce qui s'est passé lors de la Constitution européenne de 2005. Souvenez-vous, il y a eu un référendum, le peuple français a dit non, et pourtant on nous a imposé la Constitution. Ça, c'est populisme, le populisme. Oui, mais c'est quoi le populisme? Si c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, eh bien moi j'accepte ce terme de populisme, même si je sais qu'une fois de plus, c'est un terme qui est utilisé de manière péjorative. Je crois qu'il n'y a rien de péjoratif dans le peuple. Je pense que le peuple a du bon sens et qu'il sait évidemment mieux que quiconque ce qui est bon pour lui et qui est capable d'assurer l'avenir de leurs enfants. Donc ce mépris du peuple qui est exprimé en permanence me hérisse. Mais c'est exactement ça que tous les politiciens disent tout le temps. Non, ils ne le disent pas puisqu'ils expriment régulièrement leur mépris ou leur crainte d'ailleurs du peuple. Ils disent tout le temps, nous sommes là pour le peuple. Ah oui, non mais ça ils le disent, mais ils ne le font pas. On s'aperçoit qu'en réalité, à chaque fois qu'une décision est prise, c'est la défense d'intérêts catégoriels, d'intérêts particuliers. Les copains du CAC 40, le Fouquet's, et toute une série comme ça de privilégiés qui deviennent encore plus privilégiés grâce à l'action politique des gouvernements qui se succèdent. Aujourd'hui, le peuple est abandonné, on ne l'écoute pas. Rien que cette affaire du référendum est scandaleuse. Ça aurait dû entraîner des réactions scandalisées de la part des autres, d'ailleurs, gouvernements européens. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, là, on a bien vu qu'on avait tourné le dos au peuple. Nos dirigeants n'ont plus le contact avec le peuple. Alors, ils veulent le changer. Donc, vous êtes ni raciste, ni fasciste? Ni raciste, ni fasciste, ni antisémite, ni xénophobe, ni rien de tout ça. Je n'ai pas une once de haine dans le cœur à l'égard de quiconque. En revanche, mon cœur déborde d'amour à l'égard des miens. Est-ce que vous pensez aussi que les chambres à gaz dans la Deuxième Guerre mondiale sont un détail?
Non, je l'ai dit, je ne crois pas cela. C'est votre père qui l'a dit. Oui, mais d'accord, mais mon Il père... est condamné pour ça? Mon père a vécu la guerre, il a une autre vision de ce genre de choses. Mais vous étiez là, vous étiez membre de je dis, je la n'ai même pas partie. la même vision que lui de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la Seconde Guerre mondiale a été la démonstration d'un totalitarisme criminel épouvantable qui a été le nazisme. Mais c'est vrai que j'essaye, parce que j'ai 42 ans et que j'ai des enfants, de me tourner vers l'avenir et de voir quels sont les nouveaux totalitarismes qui aujourd'hui sont à l'œuvre dans toute l'Europe et dont je crains qu'ils ruinent notre liberté de demain. Je pense à deux grands totalitarismes du XXIe siècle que sont le mondialisme d'un côté et l'islamisme de l'autre. C'est-à-dire le totalitarisme du tout commerce et d'un côté le totalitarisme du tout religieux de l'autre. On va parler de ça dans un instant, mais votre père a condamné pour dire que les chambres à gaz sont un détail dans l'histoire. Et vous étiez là, vous étiez membre du parti. Oui, mais monsieur, je crois qu'il s'en est expliqué d'ailleurs. Il a dit que s'il avait pu blesser des gens par ce propos, ça n'était absolument pas son objectif. Mais je trouve très honnêtement que résumer 60 ans de vie politique de Jean-Marie Le Pen à une phrase ne m'apparaît ni... Il a condamné 20 fois. Non, monsieur, ne m'apparaît ni raisonnable ni juste. Voilà. Je vous le dis, donc lui c'est lui, je suis la fille de mon père. Mais vous étiez là tout le temps. Mais je ne suis pas, monsieur, la fille des phrases de mon père. Voilà, nous avons chacun notre sensibilité, chacun notre opinion. Parfois d'ailleurs, sur certains sujets, cette opinion peut diverger. J'entends, comme c'est la tradition dans nos civilisations européennes, être jugé sur ce que je dis, sur ce que je pense, et pas sur ce que pense quelqu'un d'autre, même si c'est mon père. D'accord, mais votre sœur... Par contre, a mon tourné... père, ma sœur... oui, elle a tourné le dos au parti. Non, mais ma sœur a... Ça compte pas pour vous. Vous étiez là tout le temps. Donc... Non, mais attendez, monsieur. Ma sœur a quitté le Front National au moment de la scission du Front National, où le Front National s'est divisé en deux, et vous le savez, entre d'un côté Jean-Marie Le Pen et de l'autre côté Bruno Maigret. Voilà. Elle a quitté le Front National parce que le bras droit de M. Maigret était son mari. Bon, voilà, je ne crois pas du tout que c'était, en l'occurrence, pour des divergences de fond qu'elle soit partie, c'était pour des raisons, mon Dieu, presque familiales. Ouais, d'accord, mais aussi, c'est ce que j'ai lu, que votre sœur n'était pas d'accord avec l'opinion de votre père. Donc... Non, bah alors vous avez lu des choses qui, en l'occurrence, étaient fausses. Bon, puisque d'ailleurs, elle est partie avec M. Maigret, que M. Maigret s'est révélé beaucoup plus radical, d'ailleurs, dans ses positions politiques, que ne l'est Jean-Marie Le Pen. Bon, et d'ailleurs, elle a quitté M. Maigret, du coup. Bon. Donc, vous voyez que ça n'avait pas grand-chose à voir, à mon avis, sur le fond politique. Je ne l'ai d'ailleurs jamais lu, ce que vous me dites là. Mais... Je pose la question parce qu'il y a aussi encore le noyau ancien qui sont vraiment d'accord avec l'opinion de votre père. Et vous vous présentez comme plus modéré, mais vous étiez là tout le temps. Vous n'avez pas tourné le dos au parti à ce moment. Monsieur, il a été fait du Front National une véritable caricature. Pendant 30 ans, on a dit du Front National des horreurs. On a fait croire aux gens que le Front National était raciste. Pourquoi ? Parce que le Front National disait qu'on ne pouvait pas continuer à assumer une immigration aussi importante que celle qu'on nous impose depuis 30 ans. Est-ce que sérieusement, on peut aujourd'hui, en 2011, dire qu'un parti politique qui s'oppose à l'immigration est obligatoirement un parti raciste ? Voilà. On a mis en place, on a défendu l'idée de la préférence nationale. On a dit, en France, il est quand même plus normal que les allocations familiales soient réservées aux Français, que les Français aient une priorité d'accès. Pour cela, on nous a accusés de xénophobie. Est-ce que vous croyez que les Suisses sont des xénophobes ? Croyez-vous que les Marocains soient des xénophobes ? Parce que chez eux, la préférence nationale existe. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que, comme nous dérangeons le système, nous avons été accusés de tous les maux durant 30 ans. Il s'avère que le Front National avait raison. Dans toute une série de constats qu'il a fait sur l'Europe, sur l'euro, sur l'immigration, sur l'explosion de l'insécurité, sur le problème du multiculturalisme. Et aujourd'hui, chacun admet que peut-être nous avons eu raison de briser ces tabous-là. Mais c'est vrai que pour cela, nous en avons payé le prix, puisqu'on a cherché à ruiner notre réputation et à dire de nous tout le mal qu'il était possible de dire. Mais encore, je pose la question parce que le noyau ancien est toujours là. Mais quel noyau ancien ? De quoi ? Les collaborateurs, les Français Vichy. Non, mais monsieur, non. Vous avez une vision... Vous avez gagné de monsieur qui est... Monsieur, oui, nous madame. avons au Front National toute une série de gens
qui ont été des résistants Ouais. de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Monsieur Roger Olindre, par Ouais. exemple, qui était un grand résistant. Ouais. Donc, il n'est pas possible de vous laisser dire ce que vous dites, à savoir que le Front National serait un parti de collaborateurs, parce que Et c'est les faux. autres sont plus là? Monsieur, mon grand-père Ouais. est mort. Il a sauté sur une mine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Croyez-vous très sincèrement que je puisse avoir, ne serait-ce que la moindre compréhension à l'égard de ce qu'a vécu la France sous l'occupation de l'Allemagne ou ce qui a été fait par les armées nazies? Point. Je ne vais pas passer mon existence, monsieur, parce que j'ai un peuple à sauver et un pays à sortir de graves difficultés, à répondre sur tous les tons et 2870 fois à une phrase qui a été prononcée par mon père et sur laquelle il s'est Mais il expliqué. y a aussi d'autres Et sur lequel, non, mais, membres du Parlement européen qui croient qu'il faut débattre l'existence de l'Holocauste. monsieur, ce que vous dites est faux. Monsieur Goenisch a été poursuivi et il a été relaxé. Mais Alors, vous avez un tribunal autre Mais- que le tribunal Non. qui l'a jugé. Bon, non, parce mais qu'il il a été... dit Non, qu'il non, faut il n'a- débattre l'existence de Il n'a l'Holocauste. pas dit ça, monsieur. Il n'a pas dit ça, parce que s'il avait dit ça, Ouais. il aurait été condamné. D'accord. Il a été relaxé par la Cour de cassation. Voilà. C'est pas pour ça qu'il a eu les excuses de tous ceux qui l'ont, en l'occurrence, sali pendant un certain nombre de temps. Mais la question, c'est votre consistance. Quand vous étiez là, tout le temps, même quand votre père était président du Front, vous pouvez dire, je n'étais pas tout le temps d'accord avec ses opinions. Mais je l'ai dit, monsieur. Vous ne l'avez pas tourné le dos, hein, Mais pourquoi voulez-vous que je lui tourne le dos? parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ses Mais opinions. monsieur, parce que vous ne croyez pas qu'en politique, on peut parfois dire des choses qui sont peut-être maladroites d'ailleurs, qui sont mal comprises, mais que ça n'est pas le fond de sa pensée. Moi, je peux vous dire que j'ai été élevé 42 ans par Jean-Marie Le Pen. J'ai vécu 42 ans à ses côtés. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, il n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe. Par conséquent, je n'avais pas en aucune manière à lui tourner le dos. Mais c'est vrai qu'en 60 ans de vie politique, il peut arriver parfois d'avoir des propos qui sont mal compris, qui peuvent être maladroits, ça peut arriver. On va passer une demi-heure sur ça? Non, non. Ah, parce que si on passe une demi-heure sur ça, il fallait me le dire. Parce que moi, je croyais qu'on allait parler de politique. Non, mais, C'est pas inintéressant, nous sommes dans un continent européen qui est en voie d'effondrement. mais ça touche votre crédibilité. Donc, Ah, c'est mais je pourquoi. ne crois pas avoir de problème de crédibilité, monsieur. Je crois que les Français, eux, ils jugent de ma crédibilité et ils le jugent par l'intermédiaire des résultats qu'ils nous accordent dans les élections. Et croyez-moi, le Front National n'a probablement jamais été aussi proche des préoccupations des Français et peut-être jamais aussi crédible compte tenu de la situation internationale que nous vivons aujourd'hui et des maux qui frappent nos pays respectifs d'ailleurs parce que ce sont souvent les mêmes. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent si Marine Le Pen n'est pas un loup déguisé en brebis. Oui, mais ça, c'est... Alors, donc, ça veut dire qu'on n'est même plus dans la police de la pensée, on est dans la police de l'arrière-pensée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que je n'ai rien dit qui les choque, mais que sûrement, au fond de moi, je dois sûrement penser des choses qui sont critiquables, mais que je n'ose pas les dire. Mais est-ce que c'est très... Est-ce que c'est très sérieux? C'est ça la vraie question. D'accord. Votre père, comment va-t-il? Il va très bien, merci pour lui. Oui. Il a 82 ans maintenant. Ah oui, mais il va même bientôt avoir 83 ans. Et toutes ses dents, et il va très bien. Vous parlez beaucoup à lui? Ah oui, je le vois régulièrement, oui, Ouais. bien sûr. Il est président d'honneur du Front National. Et puis, il a quand même une certaine expérience, notamment des élections présidentielles, puisque nous en démarrons une. C'est vous qui tirez les ficelles, pas lui? Ah, je ne tire pas les ficelles, je dirige le mouvement. J'ai été élu pour ça. C'est pas la même chose? Par 68... Ah non, tirer les ficelles, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, Ouais. qu'il y a une sorte de manipulation. Je ne Ouais. manipule pas, moi je dirige. Ouais. J'ai été élu président du Front National. Les adhérents du Front National m'ont fait confiance à 68% sur un programme qui est un programme extrêmement clair. Et par conséquent, je mène cette direction du Front National vers les échéances électorales qui ont été celles des cantonales et demain des présidentielles et des législatives. D'accord. Donc, même il tire plus les ficelles. Ah non, il ne tire pas les ficelles, Non. il me conseille. Il me conseille. Parfois, Ouais. je suis ses conseils, parfois, je ne les suis pas. C'est ça aussi la liberté. Mais il est très attentif à ne pas, justement, marcher sur les prérogatives qui sont les miennes. Est-ce qu'il est fier de vous? Je l'espère.
J'espère, c'est toujours... Vous ne le demandez pas? C'est le dirigeant... J'espère que le dirigeant politique qu'il est fier, mais ne serait-ce que fier d'avoir réussi cette transmission du mouvement qui n'était pas évidente, parce que quand on a créé et dirigé un mouvement pendant 40 ans, eh bien, je crois qu'on peut tirer une grande fierté de voir que ce mouvement, non seulement vous survit, mais est sûrement capable d'accéder au pouvoir. Il a dit il y a quelques années, pour devenir une véritable dirigeante, c'était à vous, elle n'a pas souffert. Elle n'a pas suffisamment souffert, oui. Entre-temps, j'ai écrit un livre et je crois qu'à sa lecture, il a compris que j'avais suffisamment souffert. Comment? Je crois qu'il a compris que j'avais suffisamment souffert depuis la lecture du livre. Vous avez souffert comment? J'ai souffert parce que nous avons vécu une vie politique très difficile. Je vous rappelle qu'à l'âge de 8 ans, l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir a sauté sur une bombe, que nous nous sommes retrouvés donc à la rue, que toute la vie politique de mon père a été une succession de campagnes de presse extrêmement dures, de diffamation, d'insultes. C'est probablement l'homme politique qui a été le plus insulté, que dans notre vie de petite fille, puis de jeune fille, nous avons été confrontés, c'est vrai, à la discrimination de gens qui avaient le mot démocratie à la bouche, mais qui l'avaient probablement beaucoup moins dans le cœur. Le combat de mouvements d'opposition n'a pas été simple pour le Front National. Et quand même, vous poursuivez la même carrière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une carrière que je fais. C'est quoi? Ce n'est pas une carrière, c'est une mission. Sauver son pays, c'est une mission. Mon pays va mal, il souffre, et je n'admets pas de ne rien faire et de le regarder souffrir. Je pense qu'il y a des solutions, il y a des choses concrètes à mettre en œuvre, et je suis prête à le faire. Au détriment, c'est vrai, de mon confort personnel. Je ne vous cache pas que j'étais avocat, j'aurais pu rester avocat, j'aurais assez bien vécu, je me serais occupé de mes 3 enfants, j'aurais eu des hobbies, des vacances, des week-ends. Je n'ai pas beaucoup de tout ça, mais parce que je crois profondément que si nous ne faisons pas ce travail, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est pas vrai que c'était très, très, très difficile de travailler comme avocat avec le nom de Le Pen? Tout est difficile avec le nom de Le Pen. Ouais. Faire des études, c'est difficile. Avoir un métier, c'est difficile. Je vous laisse votre réflexion. Mais rien n'est facile quand on s'appelle Le Pen, c'est vrai. Mais en même temps, ça vous forge le caractère. Je crois que, de fait, je suis probablement plus préparée à diriger un pays qui est dans de grandes difficultés que ne l'est quiconque d'autre dans la vie et dans la classe politique. Est-ce que vous êtes menacé? Ah oui, ça nous est arrivé. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes protégé par des gardes? J'ai un garde du corps, oui, pas tout le temps, parce que c'est assez pénible. Mais oui, j'ai un garde du corps, oui. C'est pareil comme Geert Wilders, chez nous? Non, je pense que je suis moins protégé que M. Wilders. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Non, pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est une bonne question. Ouais, parce que... Pourquoi pas? Mais j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? D'autant qu'il a il est à peu près aussi diabolisé ici que nous le sommes chez vous. Vous voyez, comme quoi. Il a plus ou moins la même idée que vous. Oui, plus ou moins, même si M. Wilders, dans son programme, semble s'opposer de manière frontale à la religion musulmane, ce qui n'est pas notre cas, mais il s'inquiète de la mise en œuvre de lois religieuses qui sont profondément contraires à nos principes, à notre civilisation européenne, et en cela il a raison. Il craint que l'Europe se transforme à leur habit. Vous aussi? Il craint qu'on nous applique, que des groupes politico-religieux fondamentalistes ne cherchent à appliquer les lois de la charia, qui sont des lois d'inégalité entre les hommes et les femmes, qui sont des lois de régression civilisationnelle. Je le crains aussi parce que je pense que la charia est totalement incompatible avec les principes de liberté individuelle, d'égalité, qui sont celles sur lesquelles nous avons fondé notre civilisation européenne. Il pense aussi que le Coran plus ou moins la même chose que Mein Kampf, le livre d'Hitler. Oui, moi je ne me prononce pas sur le Coran. Le Coran est un livre religieux et je n'entends pas m'exprimer sur ce qui relève, je crois, de la vie religieuse de chacun. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui peuvent vivre leur religion dans un espace laïque, en respectant les principes de la République française, et je veux leur donner la possibilité de le montrer. Et donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Tous les musulmans
musulmans n'entendent pas vivre en respectant la charia. Certains vivent en s'assimilant et en respectant l'intégralité des lois, des mœurs, des codes, des rites, des traditions qui sont ceux de nos pays. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui prient ici, dans la rue. Oui, oui, c'est contraire totalement à nos lois. Voilà un exemple. Mais la raison, c'est qu'il n'y a pas assez de mosquées ici. Non, c'est faux. C'est faux? Oui, non, c'est totalement faux. Non, ils viennent prier dans cette rue-là, parce que dans cette rue-là, il y a un imam qui est un imam radical. Ouais. Et ils viennent d'ailleurs de toute la région pour venir dans cette rue-là, parce que le discours qui est tenu, le prêche qui est tenu par l'imam est un prêche radical. Ouais. C'est donc un acte politique et pas du tout un acte religieux. Mais le mosquée est trop petit. Non. Non? Non, il y a largement assez de mosquées, croyez-moi, en France, pour que tout le monde puisse, tous les musulmans qui le veulent, puissent aller prier. Mais encore une fois, on ne réglera pas le problème de ces groupes politico-religieux qui veulent faire pression sur les lois de la République pour soumettre, dans le cadre d'un bras de fer, les lois de la République à leurs lois religieuses, si clairement on ne leur dit pas, voilà où sont les limites. Ces limites-là, vous n'avez pas le droit de les dépasser. Je vous rappelle quand même qu'en Algérie, la prière dans les rues est interdite aussi. Et pourtant, c'est un pays dont l'islam est la religion d'État. Mais il faut construire plus de mosquées, là? Non, il faut interdire les prières dans la rue. La loi, toute la loi, rien que la loi. Et c'est pas à cause que vous voulez pas de beaucoup de minarets ici? Parce que sans des minarets, on n'a pas de mosquée. Honnêtement, ah bon? Il y a beaucoup de mosquées qui n'ont pas de minaret. Le minaret n'est pas du tout obligatoire dans la construction d'une mosquée. Les lois de la République française en matière de laïcité, c'est que l'État ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Si les musulmans veulent avoir des mosquées, il faut qu'ils les payent, il faut qu'ils les financent. Elles ne peuvent pas être financées par des pays étrangers qui ne respectent pas la réciprocité, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut pas construire d'églises, et elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un financement par les mairies ou par les conseils régionaux ou par l'État, quelle qu'en soit sa forme. Voilà, les règles sont simples, ça fait plus de 100 ans qu'elles existent en France, tout le monde se soumet à ces règles, il n'y a pas de raison qu'une petite partie de musulmans se permettent de ne pas les respecter. Vous voulez travailler avec Geert Wilders? Oui, dans un parti européen? Oui, enfin, je suis pas tellement, vous savez, je suis pas une internationaliste, donc je ne suis pas tellement pour ces internationales comme l'internationale socialiste, mais je pense que nos partis, c'est-à-dire les partis européens qui partagent probablement le même constat sur un certain nombre de problématiques, doivent pouvoir se parler sans se diaboliser les uns les autres, parce que sinon on n'avancera jamais, doivent pouvoir échanger des solutions, doivent pouvoir avoir des rapports réguliers entre eux de travail. Je crois que c'est sain et c'est utile et constructif pour notre Europe. En cas que vous êtes élue présidente de la République, parce que vous êtes très populaire, qu'est-ce qui va changer en France? Est-ce que la France reste dans l'Union européenne? Si l'Union européenne nous autorise à récupérer des pans entiers de notre souveraineté qui ont été transmises scandaleusement par nos dirigeants, peut-être. Après tout, si l'Union européenne accepte que nous renégocions les traités qui nous briment, qui privent notre liberté, qui nous empêchent d'être maîtres en quelque sorte chez nous. Peut-être. Mais si elle refuse, nous en sortirons. Parce que nous devons de retrouver notre souveraineté monétaire, notre souveraineté budgétaire, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté législative, sans quoi notre peuple n'est plus un peuple libre. Et moi, je veux que mon peuple soit un peuple libre. C'est à lui de décider. C'est pas aux technocrates européens. D'accord. Est-ce que la France reste dans l'euro? Je pense que l'euro va mourir. L'euro est en voie de dislocation. Au cas où personne n'aurait vu cela, il va s'effondrer. Mon rôle, à moi, c'est d'anticiper la sortie de l'euro plutôt que de subir la sortie de l'euro. Donc, quand vous êtes président de la République, la France tourne le dos à l'euro. Mais je pense que quand je serai président de la République, même dans un an, l'euro n'existera plus. L'euro se sera effondré. Et avec lui, se sera effondré cette construction politique qui est l'Union européenne, qui en réalité, une fois de plus, donc la France s'est construite contre les peuples. Ne restera pas dans l'euro. Je pense que l'euro a été un inconvénient majeur pour nos économies.
et particulièrement pour l'économie française, mais pas seulement. Je pense qu'on nous a vendu l'euro en nous disant qu'on allait avoir la croissance, l'emploi, l'exportation, que nous avons un déficit commercial, de la balance commerciale terrible, que l'euro a apporté avec lui le chômage de masse, qu'il a apporté l'effondrement de pans entiers de notre économie, qu'aujourd'hui l'euro fort est en train de tuer nos entreprises, et que donc il n'a rempli aucune des promesses qui étaient celles de cette monnaie unique. Ça n'est donc pas une bonne monnaie, et si ce n'est pas une bonne monnaie, eh bien, il faut envisager autre chose. En même temps, Bruxelles, l'Union européenne donne beaucoup d'argent à la France. Ah bon, non, c'est la France qui donne beaucoup d'argent à Bruxelles. Ah si, la France donne 20 milliards par an et Bruxelles nous en rend 13. J'ai des chiffres. La France, je vous dis. Oui, la France donne 12 milliards. Non, ça c'est ce que l'Union européenne donne à la France. 12 milliards. Non. Si. Non, je vous assure. On donne 20 milliards et Bruxelles nous en rend 12. Ou 13 d'ailleurs, vous voyez, je suis plus gentil que vous. Voilà. Donc l'Union européenne... Les chiffres disent autrement, mais... Non, si vous voulez, on fait un pari. Votre cravate, tiens. On parie votre cravate. On parie votre cravate. Non, je vous assure, nous sommes contributeurs nets à hauteur de 7 milliards d'euros par an. Bon, donc c'est un peu, donne-moi ton portefeuille, je te donnerai 100 francs. Mais votre secteur agriculture, oui. Bruxelles donne 9 milliards à ce secteur. Avec notre argent. Avec notre argent. Nous donnons à Bruxelles qui donne à nos agriculteurs. Eh bien écoutez, faisons quelque chose de très simple, on ne donne plus à l'Union européenne, on garde nos 20 milliards et on va aider directement nos agriculteurs. Ce sera beaucoup plus efficace. Oui, mais en même temps, entre les ans 2000 et 2006, Bruxelles a créé 200 000 emplois ici. Bruxelles, et il en a détruit combien ? Je ne sais pas. Bon, moi je vais vous le dire, parce que l'ouverture totale des frontières, la mise en concurrence déloyale avec les pays à très bas coût de production, qui est la conséquence de la politique de l'Union européenne de libre-échange absolu, a coûté des millions d'emplois, et notamment des millions d'emplois dans l'industrie, qui s'est effondrée. Nous n'avons plus de bijouterie, nous n'avons plus d'horlogerie, nous n'avons plus de jouets, nous n'avons plus de textiles, nous n'avons plus ces pans qui étaient des pans industriels importants en France et qui ont disparu du fait de cette libre concurrence imposée par Bruxelles. L'Union européenne a refusé de protéger ses frontières. Nous sommes la seule zone au monde qui n'a pas de protection économique aux frontières. Les États-Unis se protègent, la Chine se protège, toutes les grandes nations se protègent. Nous ne nous protégeons pas. Eh bien, nous sommes en train d'en mourir. Et je considère qu'il faut en tirer les conséquences, les conclusions et tourner le dos à cette politique. Mais quand vous sortirez de l'Europe, de l'Union, il y a beaucoup de paysans, agriculteurs qui perdent leur travail. Non, pas du tout. Non, monsieur, moi je vais transformer la PAC, politique agricole commune, je vais la transformer en PAF, politique agricole française. Voilà. Et avec tout l'argent que je donne à l'Union européenne, je ferai des aides directes à l'agriculture française qui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées que celles qui sont distribuées par les technocrates et par les bureaucrates de Bruxelles. Non, vous inquiétez pas là-dessus. Les agriculteurs se porteront beaucoup mieux lorsque nous aurons cessé de faire transiter cet argent par l'Union européenne. Quand des gens votaient pour vous, c'est pas contre le travail, donc... Ah non, c'est voter pour moi. Nous allons faire baisser le chômage. Ça, c'est ça surtout. Parce qu'en l'occurrence, vous voyez bien que c'est la politique actuelle qui fait un chômage de masse. 5 millions de chômeurs quand même en France, c'est pas rien. Hein. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont censés être des experts et des gens ultra compétents, ils ont quand même réussi à faire d'un grand pays qu'est la France un pays au bord de la faillite. Alors moi, des leçons de compétences économiques de la part de ces gens-là, j'en prends pas, vous voyez. Quand on arrive à faire 18 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 5 millions de chômeurs, un quart des Français qui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, on joue les modestes. Il y a quelques semaines, il y avait 3 candidats pour les élections présidentielles. Oui. Il reste encore 2 maintenant parce que Dominique Strauss-Kahn a fait une sortie de route. Voilà. Est-ce qu'il vous a jamais touché? Ah non, ça, il risque pas. S'il m'avait touché, ça se serait su, vous auriez entendu, je pense. Non, mais il a été très déplacé dans ses propos à mon égard dans un débat, effectivement. Donc, mais de toute façon, personne... Enfin, ceux qui disent qu'ils ont été étonnés de ce qui est arrivé à M. Strauss-Kahn sont des menteurs et des hypocrites. Parce qu'en fait, tout le monde était au courant que M. Strauss-Kahn avait un véritable problème pathologique dans ses relations avec les femmes. Et donc, chacun savait que ça allait probablement lui jouer des tours. Je pense que M. Sarkozy a profité de cette situation. Il se disait que c'était plutôt pas mal d'avoir un adversaire qui soit aussi fragile. Il y a une très grande chance que vous êtes élu comme président.
Je ne sais pas s'il y a une très grande chance, mais je crois que ça fait partie effectivement des hypothèses crédibles parce que les Français se tournent vers nous depuis de nombreuses années. Vous savez, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 n'était pas un accident. Les gens veulent plus de sécurité, ils veulent moins d'immigration, ils veulent le retour à une morale publique qui aujourd'hui n'existe plus. Ils veulent des services publics, ils veulent un État fort et ils n'ont rien de tout cela. Ils iront chercher. En tout cas, en taille, vous êtes plus grand que Nicolas Sarkozy. Ça, c'est pas très difficile non plus. Merci pour votre temps. Bonsoir. Marine Le Pen gisteren in Parijs. Tot zover deze voorlopig laatste Oog in Oog. 31 augustus melden wij ons weer. Ik hoop tot dan prettige zomer. Goedenavond.